C'était un petit matin, vers 5 heures, quand dans la petite ville de Saint-Marie, dans une rue calme, le téléphone sonna. L'appelante était une femme âgée, dont la voix tremblait de peur et d'incompréhension. Elle ne dit qu'une seule phrase au répartiteur : « Je viens de trouver un cadavre ». La police se rendit immédiatement sur les lieux sans se douter que précisément cette découverte deviendrait le début de l'histoire la plus sombre de la vie de cette ville tranquille. D'abord arriva une voiture de patrouille qui s'arrêta près d'un hangar vieux et à moitié délabré à la périphérie de la ville. D'ailleurs, le hangar était depuis longtemps une légende locale. Les enfants se racontèrent des histoires d'horreur sur des fantômes. Les adultes se plaignaient qu'il s'y rassemblait des jeunes qui laissaient des détritus. Mais personne ne l'avait jamais pris au sérieux. Maintenant, ce hangar était entouré d'un ruban jaune avec l'inscription « Scène de crime ». Les policiers installèrent silencieusement les barrières, tandis que les passants matinaux s'arrêtèrent sur le trottoir opposé et essayèrent de comprendre ce qui s'était exactement passé là. L'un d'eux, un homme avec un thermos de café qui avait visiblement hâte d'arriver à l'équipe du matin, demanda doucement à un policier « Quelque chose de grave ?» Celui-ci ne répondit pas, mais lui demanda d'un geste de reculer. Peu après, arriva l'équipe d'enquête, technicien de police scientifique en gants bleus, médecin légiste, enquêteur en civil. L'atmosphère sur la scène de crime devint encore plus oppressante quand du hangar fut sorti un petit sac avec des objets qui furent soigneusement étalés sur le capot de la voiture de police. D'abord, c'étaient des choses simples, baskets sales, casquettes rouges usées, papier de chocolat froissé de Milky Way. Des petites choses ordinaires qu'on pourrait trouver chez n'importe quel garçon. Mais ici et maintenant, proprement disposés en ligne, ils ressemblaient à un reproche muet à ceux qui n'avaient pas pu empêcher ce qui s'était passé. L'enquêteur regarda attentivement vers le hangar où travaillaient les experts, et il semblait que même l'air autour de lui était devenu plus lourd. Il sortit un carnet de sa poche et commença lentement à écrire quelque chose. Plus tard, quelqu'un remarquerait que ses mains tremblaient légèrement. Vers 8 heures du matin, quand la ville s'était déjà réveillée et que les nouvelles commençaient à se répandre dans les rues voisines, la police confirma ce que les résidents craignaient le plus. Le cadavre trouvé appartenait à Lucas Van der Veen. Ce même Lucas qui, littéralement la veille, avait quitté la maison pour se promener et n'était jamais revenu. À ce moment, toute la vie de la petite ville s'arrêta, car il devint clair que quelque chose d'irréversible s'était produit. La toute première et plus importante question qui se posa aux enquêteurs dans l'affaire Lucas Van der Veen sonnait si évidente qu'on avait honte de la prononcer à voix haute. Pourquoi quelqu'un aurait-il voulu faire du mal à un garçon ordinaire d'une ville tranquille ? Quel motif pourrait avoir un criminel quand tout autour de lui semblait si normal et même ennuyeux ? Les enquêteurs commencèrent à vérifier toutes les versions possibles à partir de l'endroit où Lucas passait le plus de temps, l'école. Et là, ils se heurtèrent immédiatement à la première difficulté. La directrice, une femme âgée et sévère, visiblement affectée par ce qui s'était passé, dit brièvement et clairement à la police « Lucas était un élève exemplaire, gentil et joyeux. Nous n'avons jamais eu de problème avec lui. » Les camarades de classe racontèrent qu'il avait toujours été serviable, aimait le football et les mathématiques. Les professeurs se souvenaient que Lucas était un garçon calme et réfléchi, avec qui il n'y avait jamais de conflit. Tout au plus, des petites farces ordinaires. Mais pas un seul indice, même pas la plus faible indication que quelqu'un lui voulait du mal. L'étape suivante, la famille. La maison de Lucas n'était qu'à quelques minutes à pied de ce hangar et ne se différenciait pas extérieurement de centaines d'autres maisons à Saint-Marie. Petite, soignée, avec un vélo dans la cour et des pots de fleurs à l'entrée. La mère de Lucas, Maria, semblait complètement perdue. À toutes les questions, elle répondait de manière monotone, répétant sourdement « Je ne comprends pas qui a pu faire ça. Nous n'avions pas d'ennemis. » Dans la chambre du garçon, les enquêteurs ne trouvèrent également rien de suspect. Livres scolaires proprement pliés, posters de stars de football au mur, un petit trophée de football dont Lucas était si fier et une manette de jeu près de l'écran.
tout si ordinaire que cela irritait dans sa normalité. Aucun message étrange sur le téléphone portable, aucune note douteuse dans les cahiers, rien qui aurait pu donner à la police le moindre indice. Après cela, l'enquête se tourna vers les statistiques de la ville elle-même. Saint-Mary est un endroit où, au cours des 10 dernières années, aucun crime grave n'a eu lieu. Le plus grand événement de l'année était normalement la foire pour la fête de la ville, et la police s'occupait plus fréquemment de chiens perdus que d'enquêtes sérieuses. Même la version que Lucas aurait pu être attaqué par quelqu'un d'étranger semblait de la science-fiction. Cela ne correspondait simplement pas à la vie habituelle de la ville, où tout le monde connaissait tout le monde et les portes des maisons restaient souvent grandes ouvertes. Après de longs jours de recherche, d'innombrables interrogatoires et vérifications, la police arriva à une conclusion décourageante. Dans le rapport d'enquête préliminaire, là où la cause devrait être clairement indiquée, apparut une constatation brève et froide. Motif non établi. Précisément, cette phrase courte transforma le crime en énigme absolue et fit comprendre aux enquêteurs que celui qui avait fait du mal à Lucas était quelque part tout près et peut-être restait encore non découvert. Quand les enquêteurs réalisèrent qu'un motif évident manquait, ils durent revenir au point de départ et poser la question la plus simple et en même temps la plus importante. Comment était exactement la dernière journée de Lucas? Qui l'avait vu en dernier et dans quelles circonstances? Tout commença par un matin ordinaire. Mardi, temps ensoleillé, Lucas se leva comme toujours vers 7 heures, mangea rapidement des céréales avec du lait et courut à l'école. Sa voisine, Madame Armand, se souvient comment il lui fit signe en courant et elle fit de même en souriant. À ce moment-là, ce jour ne semblait pas se différencier de dizaines d'autres. Les professeurs à l'école se souvenaient aussi de Lucas comme calme et même un peu rêveur. Au dernier cours, mathématiques, il était apparemment quelque peu distrait, regardait par la fenêtre et griffonnait quelque chose en marge de son cahier. La professeure le réprimanda même, mais sans mauvaise intention. Lucas sourit gêné et hocha la tête. Quand à 14h30, la cloche de l'école sonna, Lucas quitta l'école accompagné de son camarade de classe, Peter. Les garçons marchèrent ensemble jusqu'au coin de Baker Street, et là, après s'être dit au revoir, Peter tourna à gauche, tandis que Lucas continua tout droit vers le parc de la ville. À partir de ce moment, les témoignages commencèrent à se contredire. Certains résidents dirent de plus tard qu'ils avaient vu Lucas marcher lentement, comme s'il attendait quelqu'un ou n'était simplement pas pressé de rentrer à la maison. D'autres témoignages étaient encore plus flous. Mais les témoignages les plus précieux vinrent des enfants qui jouaient dans le parc. Dans les procès-verbaux d'interrogatoire étaient enregistrés plusieurs noms. Jessica Morel, 10 ans, Danny Legrand, 9 ans, et Emma Delcroix, qui n'avait que 8 ans. Chacun raconta à peu près la même histoire, bien que les détails différaient légèrement. Jessica dit à la police qu'elle avait vu Lucas vers 15 heures. Il était assis sur un banc en bois près du grand toboggan et se taisait pensivement. Dans ses mains, il tenait une petite voiture jouet rouge. Lucas semblait la tourner dans ses mains, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire avec ensuite. Danny confirma que Lucas était effectivement dans le parc. Mais selon ses mots, le garçon semblait irrité ou même un peu en colère. Il se leva plusieurs fois du banc, regarda vers l'allée principale comme s'il attendait quelqu'un, puis se rassit. À un moment, ajouta Danny, une petite fille aux cheveux blonds s'approcha de lui et commença à lui dire quelque chose, gesticulant vivement. Lucas sembla devenir encore plus en colère. Quand la police montra à Danny une photo d'Emma Delcroix, le garçon la reconnut avec assurance. C'était elle. Les déclarations les plus claires furent faites par Emma Delcroix, 8 ans. La fillette dit à la police qu'elle était allée voir Lucas parce qu'elle voulait qu'il lui donne la voiture jouet, exactement la voiture rouge avec laquelle il était assis sur le banc. C'était le jouet de mon frère, et Lucas ne le rendait pas. Je le lui ai demandé, et il a dit que maintenant c'était sa voiture, expliqua la fillette. À un moment donné, la conversation a dégénéré en dispute bruyante. Lucas a même élevé la voix et a dit « Laisse-moi tranquille, Emma, ce n'est qu'une voiture jouet. »
D'autres enfants ont également confirmé que la dispute était remarquable et visiblement tendue. Après cela, selon Emma, Lucas s'est levé du banc, a mis brusquement la voiture dans sa poche et est parti sans même se retourner. Cela s'est passé vers 15h20. Aucun des autres enfants et adultes interrogés dans le parc ne l'a vu après cela. Ainsi, le dernier point enregistré de cette journée fut une conversation qui s'est transformée en conflit. Les témoins étaient absolument sûrs que Lucas avait parlé pour la dernière fois avec Emma Delcroix. Exactement après leur dispute, le garçon disparaît à jamais du champ de vision. La police comprenait, bien sûr, qu'une fillette de 8 ans pouvait difficilement être impliquée dans ce qui s'est passé ensuite. Mais c'est précisément cette interaction brève, vive et inattendue qui devait devenir le point de départ pour les enquêtes ultérieures, car quelqu'un d'autre aurait pu remarquer ce qui s'est passé après que Lucas ait quitté le parc. La dernière à avoir vu Lucas était la petite Emma Delcroix. Ils s'étaient disputés pour une simple voiture jouet. Mais ce conflit enfantin pouvait-il vraiment mener à quelque chose de grave ? La réponse ne pouvait être qu'une. Il fallait chercher des indices sur les lieux de l'événement, là où le plus terrible s'était passé. Qu'est-ce que les enquêteurs ont donc réussi à trouver près de cette remise abandonnée ? Le jour après la tragédie, la police de Saint-Marie retourna à l'endroit où la découverte fatidique avait été faite. La vieille remise se trouvait en bordure de ville, entourée de broussailles denses et d'herbes non tondues depuis longtemps. Autrefois, il y avait eu le potager de quelqu'un. Maintenant, il ne restait que de la terre abandonnée et des planches qui tenaient à peine sur des clous rouillés. À l'intérieur de la remise, il faisait à demi obscur même pendant la journée, et l'air était imprégné de l'odeur de vieux bois et d'humidité. Les techniciens criminalistiques se déplaçaient prudemment et examinaient soigneusement chaque planche, chaque centimètre du sol poussiéreux. Lucas avait été trouvé ici contre le mur du fond, dans un coin, à côté d'un tas de vieux foin et de détritus. Le corps gisait dans une posture non naturelle. Il semblait qu'il avait essayé de se cacher ou de se protéger de quelque chose de terrible. Les policiers marquèrent soigneusement la position, sécurisèrent les traces de chaussures qui étaient presque complètement effacées et commencèrent à élargir le rayon de recherche autour de la remise. Chaque mètre du terrain environnant fut examiné avec un soin particulier, conscient que même l'objet le plus insignifiant pourrait être négligé. Bouteilles vides, papier de bonbons, vieux meubles. Tout fut inspecté attentivement et emballé dans des sacs séparés. Mais pendant plusieurs heures, rien ne fut trouvé qui aurait pu aider les enquêtes. Juste au moment où l'équipe avait presque terminé l'inspection, l'un des agents remarqua quelque chose d'inhabituel dans les buissons, à environ 10 mètres de la remise. Sur le sol gisait un petit objet qui ne s'accordait absolument pas avec le tableau général d'abandon. En s'approchant, le technicien criminalistique appela immédiatement ses collègues d'un geste. C'était un couteau, pas de cuisine, ni un couteau pliant. Un couteau de chasse, avec un manche massif en bois et une lame légèrement courbée. Il gisait là comme s'il avait été laissé tomber dans la hâte et qu'on n'avait même pas essayé de le cacher. Les experts l'emportèrent prudemment pour analyse. Même à l'œil nu, on pouvait voir que sur la lame, il y avait de petites mais distinctes taches brunes et le manche était couvert de saleté et de quelque chose d'autre qui pourrait être des traces de doigts humains. Les techniciens criminalistiques commencèrent à examiner les environs du couteau encore plus attentivement, mais à part une multitude de traces de chaussures mélangées qui ne pouvaient être identifiées à cause de la boue, ils ne trouvèrent rien d'autre. Il devint clair que c'est précisément cet objet qui pourrait être la clé de toute l'affaire. Les policiers se rappelèrent immédiatement les paroles des enfants sur la dernière dispute entre Lucas et Emma. Une dispute d'enfants pour une voiture jouet pourrait-elle vraiment finir si terriblement ? Zrenies demandèrent même des enquêteurs expérimentés. Mais la logique les ramena rapidement à la réalité. Il était improbable qu'Emma, 8 ans, ait une quelconque connexion avec le couteau trouvé. À qui appartenait-il alors et pourquoi se trouvait-il exactement ici ? Pendant que les experts emballèrent le couteau dans un conteneur spécial pour analyse ultérieure, la tension monta parmi les agents. Personne ne doutait que cette découverte changerait complètement le cours des enquêtes et les rapprocherait peut-être de la résolution.
Pendant que les techniciens criminalistiques enregistraient les détails, l'enquêteur retourna à la remise, comme espérant que le bâtiment lui-même donnerait un indice. Il inspecta le terrain lentement une fois de plus, regarda le mur contre lequel Lucas s'était appuyé et remarqua une petite égratignure sur une planche. Peut-être le garçon lui-même avait-il essayé de dire quelque chose avec ce mouvement, ou c'était juste un hasard. Personne ne pouvait le dire avec certitude maintenant. Tout ce que l'enquête avait en main était un couteau et une multitude de questions sans réponse. Ainsi, après une inspection de plusieurs heures, l'enquête avait la première piste sérieuse. Le couteau, trouvé à seulement 10 mètres de l'endroit où était Lucas, pouvait raconter beaucoup. Il fallait l'examiner soigneusement, étudier les empreintes digitales et les traces de substances sur la lame. Mais le plus important était que, maintenant, la police de Saint-Mary était définitivement convaincue que la tragédie ne s'était pas produite par hasard, mais était le résultat d'actions dirigées de quelqu'un. L'enquête avait un focus clair, et maintenant les enquêteurs étaient prêts à continuer, pour découvrir à qui appartenait le couteau trouvé et pourquoi il se trouvait près du corps de Lucas van der Veen. Le couteau trouvé près de la remise devint la première vraie piste. Sur sa lame, des traces suspectes, sur le manche, des empreintes digitales claires. Maintenant, il ne restait plus qu'une chose aux enquêteurs. Découvrir à qui appartenaient ces empreintes. Mais quelqu'un aurait-il pu imaginer où mènerait cette vérification ? Les experts envoyèrent immédiatement le couteau trouvé au laboratoire pour examen dactyloscopique. C'était une procédure standard qui prenait plusieurs jours, et pendant que les techniciens criminalistiques attendaient les résultats, les enquêteurs ne restèrent pas inactifs. Ils décidèrent de parler une fois de plus avec la famille Delcroix. Après tout, Emma était la dernière à avoir vu Lucas ce jour-là, et c'est avec elle qu'il s'était disputé. La maison de la famille Delcroix se trouvait à seulement quelques rues du parc. Une maison ordinaire à 2 étages avec une cour bien entretenue, des parterres de fleurs à l'entrée et une petite aire de jeu dans le jardin. Les parents d'Emma, Pierre et Camille, reçurent les enquêteurs inquiets, mais hospitaliers. Ils ne comprenaient pas encore pourquoi la police avait besoin de leur parler à nouveau. L'enquêteur commença prudemment et sans hâte, posant des questions sur les derniers jours, l'humeur de leur fille et finalement sur d'éventuelles bizarreries dans le comportement d'Emma ou des événements inhabituels à la maison. Les parents s'entre-regardèrent et il devint immédiatement clair à l'enquêteur qu'il se souvenait de quelque chose. Pierre Delcroix dit soudainement qu'il y a quelques jours, il avait remarqué la disparition de l'un de ses couteaux de chasse. C'était son vieux couteau, qu'il gardait dans une boîte sur l'étagère supérieure de l'armoire, où Emma, semblait-il, ne pouvait pas atteindre par elle-même. Au début, je n'ai pas pensé que c'était important, avoua-t-il confus. J'ai pensé que je l'avais simplement mis ailleurs, bien que maintenant je comprenne que c'est improbable. L'enquêteur demanda aux parents de décrire plus précisément le couteau disparu. Pierre donna sans hésiter une description. Manche en bois, lame légèrement courbée, assez massif. À chaque mot, sa voix devenait plus basse, et l'enquêteur comprit que la description correspondait exactement à la pièce à conviction trouvée. Les parents d'Emma semblaient effrayés et confus. Leur fille était une petite fille ordinaire de 8 ans. Elle regardait des dessins animés, jouait avec des poupées, aimait les animaux et était très inquiète quand quelqu'un se disputait à l'école. « Mais ce n'est qu'une petite fille, n'est-ce pas ?» Zrenia demanda Camille Delcroix, comme si elle voulait se convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu. Entre-temps, le laboratoire termina son travail. Les spécialistes comparèrent les empreintes digitales trouvées avec la base de données. Au début, la vérification ne donna pas de résultat. Aucune correspondance avec des personnes déjà dans le radar de la police. C'était encore plus déroutant. Mais alors, l'un des experts eut une idée évidente. Comparer les empreintes digitales sur le couteau avec les échantillons qui avaient été récemment collectés de tous ceux qui avaient eu un contact avec Lucas, y compris les enfants témoins. La vérification prit plusieurs heures de plus. Pendant tout ce temps, les enquêteurs étaient dans une attente tendue. Chacun espérait que le résultat pointerait vers un adulte, vers quelqu'un qui pourrait représenter une menace, car une alternative était inimaginable. Mais un appel du laboratoire détruisit les derniers espoirs d'une version pratique.
Nous avons une correspondance, communiqua la voix du technicien judiciaire au téléphone, hésita brièvement et ajouta « Mais cela ne va pas vous plaire. » Quand l'enquêteur eut les résultats entre ses mains, il dut les lire plusieurs fois avant de pouvoir croire ses propres yeux. Les empreintes digitales sur le manche du couteau avec lequel le crime avait été commis correspondaient exactement aux empreintes digitales d'Emma Delcroix, 8 ans. Au début, personne ne voulait y croire. Mais le document était devant leurs yeux, noir sur blanc. Nom, âge, date de vérification. Tout correspondait. Maintenant, les enquêteurs devaient décider comment procéder. Le soir du même jour, une voiture de police s'arrêta devant la maison de la famille Delcroix. Les parents d'Emma, voyant les policiers par la fenêtre, comprirent immédiatement que les nouvelles étaient pour mauvaises. Pierre ouvrit la porte. Derrière lui se tenait Camille, tenant fermement sa fille contre elle, qui ne comprenait pas pourquoi tout le monde autour d'elle était si tendu. L'enquêteur parla doucement mais fermement. « Nous avons les résultats de l'enquête. Nous devons poser quelques questions à Emma seule. » Quand la petite fille monta dans la voiture de police, les voisins sortirent déjà dans la rue se demandant ce qui se passait. Saint-Marie n'avait jamais connu une telle situation. Cela semblait absolument faux et choqua tous ceux qui en furent témoins. Ainsi, le 11 avril 2023, Emma Delcroix, 8 ans, fut officiellement arrêtée par la police de la ville de Saint-Marie. Cette nouvelle en elle-même semblait absurde et incroyable, mais l'enquête n'avait pas d'autre choix. La piste était claire. Personne ne comprenait encore comment c'était possible et ce qui allait maintenant se passer, car l'enquête avait pris un chemin complètement inattendu. Et la question qui tourmentait tous ceux de la ville sonnait pareil. Est-ce qu'une petite fille pourrait vraiment avoir commis ce dont on l'accusait maintenant, ou était-ce seulement une petite partie d'une histoire beaucoup plus compliquée? L'arrestation d'Emma Delcroix, 8 ans, fut un véritable choc pour tout Saint-Marie. Personne ne pouvait croire qu'une si petite fille soit capable de quelque chose comme ça. Mais les empreintes digitales sur le couteau parlaient d'elles-mêmes. Une seule question se posait. Y avait-il plus de preuves de sa participation à ce qui était arrivé à Lucas? Les enquêteurs ne pouvaient pas se baser seulement sur un couteau. Il fallait plus de traces. Et la première chose qui tomba sous le soupçon fut les vêtements qu'Emma avait portés le jour de la tragédie. Les parents remirent silencieusement aux enquêteurs la veste et le jean de la fillette, cachant à peine leur peur de ce que l'enquête pourrait y trouver. Les experts commencèrent immédiatement le travail. Ils examinèrent soigneusement chaque détail des vêtements, cherchant des taches, des fibres et des traces qui pourraient éclairer les circonstances. Le processus traîna et à chaque heure, la tension grandissait parmi les enquêteurs. Entre-temps, la police décida de parler avec les enseignants d'Emma. Peut-être pourrait-il révéler des détails sur le caractère de la fillette. Et ici, il s'avéra qu'Emma était loin d'être aussi calme qu'on était habitué à la voir à la maison. Les enseignants racontèrent que la fillette se vexait rapidement et pouvait soudainement exploser même pour de petites choses. L'un des pédagogues avoua « Bien sûr, nous ne disons pas qu'elle soit capable de quelque chose de sérieux. Mais oui, Emma pouvait soudainement se mettre en colère et parfois c'était même difficile de la calmer. » Ces déclarations ne donnèrent pas de réponse définitive, mais renforcèrent notablement les soupçons des enquêteurs. Les experts travaillaient entre-temps 24 heures sur 24 et vérifiaient chaque tâche, chaque plus petit détail. Au deuxième jour, ils découvrirent une petite tache brune sur la manche gauche de la veste d'Emma. Était-ce juste de la saleté, des traces de chocolat, ou exactement ce dont tout le monde avait peur? Quand l'appel du laboratoire arriva, les enquêteurs étaient déjà préparés au pire. Les experts ne laissèrent aucune place au doute. Le laboratoire confirma que la tache brune trouvée sur les vêtements d'Emma était du sang. Et il appartenait sans aucun doute à Lucas van der Veen. Maintenant, les enquêteurs devaient répondre à la question principale. Qu'est-ce qui s'était exactement passé ce jour-là entre Emma et Lucas? Et cette horreur pourrait-elle vraiment être l'œuvre d'une fillette de 8 ans? Ou se cachait-il derrière ces traces une histoire complètement différente? Toutes les traces pointaient vers Emma Delcroix.
empreinte digitale sur le couteau, sang sur les vêtements. Le tableau semblait plus clair que jamais. Il ne restait qu'une question, dont la réponse dépendait de beaucoup. Que disait Emma elle-même sur ce qui s'était passé ce jour-là? L'interrogatoire d'Emma eut lieu en présence d'un psychologue et de ses parents. La fillette semblait effrayée et confuse et ne comprenait pas tout à fait pourquoi on lui demandait encore et encore au sujet de Lucas. Quand l'enquêteur demanda prudemment ce qui s'était passé après leur dispute dans le parc, Emma baissa le regard et dit doucement « Je voulais aider ». Cette phrase, la fillette la répéta plusieurs fois de suite, comme si elle voulait convaincre les présents de quelque chose qu'elle seule savait. Quand on lui demanda d'expliquer ce qu'elle voulait dire par « voulait aider », Emma haussa les épaules confuses et ajouta « Il était couché là. Je ne savais pas quoi faire. » Dans la pièce régnait un silence total. Le psychologue demanda doucement à Emma de raconter plus en détail ce qu'elle avait vu. La fillette soupira, resta silencieuse quelques secondes, puis essaya d'expliquer. Quand j'y suis allé, Lucas était déjà couché par terre. J'ai touché sa main. Il ne bougeait pas. J'ai eu peur et j'ai couru chercher de l'aide. L'enquêteur et le psychologue se regardèrent. Les parents d'Emma semblaient aussi confus. Ses paroles sonnaient sincères, mais ne correspondaient pas du tout aux preuves que la police avait. D'où venait alors le sang sur sa veste et pourquoi ces empreintes digitales étaient-elles sur le couteau? L'enquêteur posa prudemment la question suivante, pour ne pas effrayer la fillette. « Et as-tu vu qui aurait pu faire ça à Lucas ?» Emma secoua la tête et dit presque en chuchotant « Non, il n'y avait personne là. Seulement Lucas s'était couché là et le couteau était par terre. » Quand on lui expliqua que du sang de Lucas avait été trouvé sur ses vêtements, la fillette parut visiblement encore plus effrayée. Elle commença à se frotter les yeux avec les mains et répétait sans cesse « Je ne me souviens vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi. » Le psychologue suggéra une pause pour qu'Emma puisse se calmer, et alors la fillette recommença à parler du fait qu'elle avait vraiment couru chercher de l'aide, qu'elle s'était beaucoup inquiétée pour Lucas et qu'elle ne lui aurait jamais fait de mal. Mais ces déclarations confuses et contradictoires ne firent que compliquer la situation. Les enquêteurs ne pouvaient pas comprendre comment les paroles de la fillette pouvaient cadrer avec les traces qui la désignaient clairement comme suspecte. Dans les procès-verbaux, il fut noté qu'Emma ne pouvait pas expliquer clairement l'apparition de sang sur ses vêtements. De plus, dans ses déclarations, il y avait une contradiction qui préoccupait beaucoup les enquêteurs. Si elle avait elle-même attaqué Lucas, pourquoi affirmait-elle alors si désespérément qu'elle avait essayé de l'aider? À ce moment, les enquêteurs eurent l'impression que la fillette cachait peut-être quelque chose, avait peur de dire la vérité, ou était si effrayée parce qu'elle avait vu que ses souvenirs étaient confus et inexacts. Cependant, les contradictions devinrent trop évidentes pour simplement les ignorer. C'est précisément cette contradiction décisive qui fit que l'enquête, pour la première fois, douta de la version qui jusqu'alors semblait évidente. Si Emma avait vraiment attaqué Lucas, pourquoi parlait-elle si obstinément du fait qu'elle avait couru chercher de l'aide? Quelque chose dans son histoire ne collait pas. La police admit pour la première fois la possibilité que derrière cet incident tragique se cachait une histoire complètement différente, beaucoup plus compliquée. Et il fallait maintenant découvrir laquelle exactement. L'histoire d'Emma soulevait de plus en plus de questions. D'un côté, il y avait le sang de Lucas sur les vêtements de la fillette, et ses empreintes digitales furent trouvées sur le couteau. D'un autre côté, elle-même disait qu'elle avait seulement pris peur et avait couru chercher de l'aide. Quelqu'un ne disait manifestement pas la vérité. Mais comment pouvait-on vérifier les paroles d'une fillette de 8 ans? Les enquêteurs décidèrent de vérifier chaque mot d'Emma. Si elle avait vraiment couru chercher de l'aide, quelqu'un avait dû la voir. De nouveaux interrogatoires de témoins commencèrent, et cette fois, les enquêteurs prêtèrent plus d'attention aux enfants qui étaient dans le parc ou près de là à ce moment. C'est précisément dans ces déclarations que se montra la première fissure dans la version de l'enquête. 2 écoliers, Sophie et Julien, tous deux âgés de 9 ans,
confirmèrent qu'ils avaient vu Emma. Selon leurs paroles, elle avait vraiment couru du parc, approximativement au même moment où l'incident avec Lucas s'était produit. Sophie se souvenait. Elle courait très vite et criait quelque chose, mais nous n'avons pas compris quoi exactement. Julien ajouta qu'Emma semblait effrayée et pleurait même. Ces déclarations étaient extrêmement importantes, car elles ne cadraient clairement pas avec l'image d'une agresseuse qui quitte froidement la scène de crime. L'enquête décida de continuer et de vérifier les enregistrements des caméras de surveillance urbaine. La ville de Saint-Mary était petite, mais quelques caméras étaient installées à des points importants. Particulièrement importante, s'avéra être une caméra installée au coin du bâtiment du bureau de poste local, à seulement quelques centaines de mètres du parc. Les experts examinèrent soigneusement les enregistrements. L'image n'était pas particulièrement nette, mais suffisamment claire pour reconnaître les silhouettes des personnes et leur direction de mouvement. Les enquêteurs observèrent attentivement l'enregistrement et virent bientôt quelque chose qui leur procura un sentiment de grand soulagement. Sur l'enregistrement, on voyait clairement une petite fille dans une veste claire qui courait le long du trottoir. Ses mouvements étaient chaotiques. Il semblait qu'elle ne courait pas simplement, mais fuyait quelque chose, se retournant constamment. L'heure sur l'enregistrement correspondait au témoignage des témoins. Cela signifiait que les paroles d'Emma, qu'elle avait couru chercher de l'aide, pouvaient être vraies. Mais le vrai choc arriva quand la caméra enregistra quelque chose d'autre peu après. Littéralement 3 minutes après qu'Emma eut disparu de l'image, apparut sur le même enregistrement une autre silhouette. Une personne grande dans un sweat à capuche, manifestement un adulte ou au moins un adolescent plus âgé. Il marchait vite mais avec assurance, comme s'il essayait de quitter rapidement la zone du parc, et regarda même vers la caméra pendant un moment. L'enregistrement était trop flou pour établir immédiatement l'identité de cette personne. Mais sa seule apparition à ce moment et dans ce lieu mit toute l'affaire sans dessus-dessous. Jusqu'à ce moment, l'enquête avait suivi une seule ligne et soudain apparut une figure complètement nouvelle qui pourrait changer complètement le cours de l'investigation. Les enquêteurs comprirent qu'ils devaient découvrir d'urgence qui était cette personne et quel rôle elle jouait dans l'histoire avec Lucas. Maintenant, toutes les circonstances redevenaient confuses, mais en échange, il y avait un nouveau point de départ important. L'enregistrement de la caméra de surveillance confirma complètement les paroles d'Emma. Elle avait vraiment couru chercher de l'aide et à ce moment était sincèrement effrayée. Mais qui était l'homme qui apparut dans l'image seulement quelques minutes après elle ? C'est précisément sa silhouette qui fit comprendre aux enquêteurs qu'ils avaient peut-être regardé dans la mauvaise direction jusqu'à présent. L'investigation prit de manière inattendue un nouveau tournant, et maintenant l'enquête devait découvrir qui se cachait sous la capuche et comment exactement il était lié au destin de Lucas van der Veen. Après l'apparition d'un inconnu à capuche sur les caméras, l'enquête prit un tournant complètement nouveau. La version avec la participation d'Emma ne semblait plus évidente, et la police décida de réviser chaque piste à nouveau. La question principale était: que révélerait une investigation renouvelée et plus détaillée ? En premier lieu, les enquêteurs s'adressèrent à nouveau aux experts avec la demande de réaliser une analyse approfondie des taches de sang sur les vêtements d'Emma. Ils devaient découvrir comment ces taches avaient pu arriver sur sa veste. Car maintenant, après l'apparition de la deuxième silhouette sur l'enregistrement, la version d'une participation directe de la fillette au crime semblait extrêmement douteuse. Les experts se mirent au travail avec le plus grand soin. Ils examinèrent chaque détail des vêtements et utilisèrent des méthodes spéciales pour déterminer comment le sang était arrivé sur le tissu. Chaque nouvelle étape de leur investigation devenait de plus en plus importante, car elle pouvait changer complètement le cours de l'affaire. Et déjà après 2 jours, les experts présentèrent des résultats préliminaires qui causèrent immédiatement une grande agitation parmi les enquêteurs. Le médecin légiste décrivit en détail le type de taches sur la veste d'Emma. Ce n'étaient pas des éclaboussures qui se forment par des mouvements abrupts ou des coups. C'étaient des traces de contact. Telles se forment normalement quand une personne essaie d'aider ou entre accidentellement en contact avec une blessure déjà existante. Ces conclusions confirmaient que les paroles d'Emma qu'elle avait essayé d'aider Lucas
et l'avait touché pour comprendre ce qui lui était arrivé. Mais les enquêteurs devaient en être complètement sûrs. Ils demandèrent aux experts d'examiner aussi en détail le type de blessure sur le corps de Lucas. Le médecin légiste révisa à nouveau et attentivement toutes les blessures et remarqua immédiatement quelque chose d'important. Le type de blessure nécessitait une force physique considérable qui était disproportionnée avec les possibilités d'une fillette de 8 ans. La force avec laquelle les coups furent exécutés indiquait un adulte ou au moins un adolescent plus âgé. À ce moment, disparurent les derniers doutes des enquêteurs. Les experts expliquèrent qu'Emma, ni physiquement ni par d'autres caractéristiques, n'aurait pu infliger de telles blessures. Tout correspondait au fait que la fillette avait vraiment été simplement au mauvais endroit au mauvais moment et aurait pu essayer d'aider. Les traces sur le couteau, ses empreintes digitales, le sang. Tout cela pouvait s'expliquer par le simple désir d'aider, ce qui devenait maintenant clair même pour les critiques les plus sévères. Le 15 avril 2023 devint le tournant définitif. L'examen médico-légal confirma officiellement l'impossibilité d'une participation d'Emma à l'attaque contre Lucas. Cette conclusion contredisait complètement la version originale et ouvrit à l'enquête une direction entièrement nouvelle. L'examen du 15 avril libéra définitivement Emma Delcroix de tout soupçon. Maintenant, la police comprenait qu'ils avaient qu'en suivi une fausse piste tout ce temps. Le véritable coupable était encore en liberté, et c'était possiblement cet inconnu qui avait été enregistré par la caméra de surveillance. Toute l'histoire, qui avait commencé par une simple dispute d'enfants, s'était transformée en une énigme beaucoup plus compliquée et terrible. Maintenant, l'enquête devait découvrir qui se cachait derrière la silhouette à capuche et pourquoi il n'était pas tombé dans leur ligne de mire jusqu'à présent. Maintenant que l'enquête avait définitivement exclu la culpabilité d'Emma, la police faisait face à une nouvelle question encore plus troublante. Qui était la deuxième personne sur l'enregistrement de la caméra de surveillance ? Qui aurait pu quitter le parc seulement quelques minutes après qu'Emma ait couru demander de l'aide ? Les enquêteurs savaient que précisément cette personne pourrait être la clé pour élucider toute la tragédie. Ils envoyèrent l'enregistrement de la caméra pour une nouvelle analyse afin d'améliorer la qualité d'image autant que possible. Les spécialistes techniques travaillèrent méticuleusement sur les images pendant plusieurs jours pour obtenir tout détail supplémentaire. Et finalement, l'image devint plus claire. Quand la version améliorée de l'enregistrement parvint aux experts criminels, ils remarquèrent immédiatement la démarche et la silhouette de l'inconnu. La silhouette sur la vidéo était assez grande. Clairement un adolescent plus âgé ou un jeune homme vêtu d'une veste ample à capuche. Il marchait vite et avec assurance, comme s'il savait où il allait. Les criminologues soulignèrent particulièrement ses mouvements. Une démarche rapide, légèrement courbée avec un balancement caractéristique des épaules. Précisément cette particularité devint le point de départ pour l'enquête ultérieure. La police commença à vérifier soigneusement les données obtenues avec les informations sur les résidents du quartier. Le rayon de recherche se réduisit aux maisons les plus proches du parc, car la personne sur l'enregistrement se déplaçait depuis l'abri vers un quartier résidentiel. Et un détail important était la direction du mouvement. Il marchait directement vers la maison de la famille Van der Ven, qui n'était pas à plus de 700 mètres. Les détectives regardèrent encore et encore la liste des résidents de ce quartier. Leur attention se porta sur le frère aîné de Lucas, Marcel Van der Veen. L'adolescent de 16 ans, qui jusqu'à ce moment n'avait éveillé aucun soupçon, se retrouva soudainement au centre des enquêtes. Au début, personne ne voulait croire que c'était possible. Le frère, un parent, pourrait-il vraiment être lié à ce qui était arrivé à Lucas ? Mais plus la police vérifiait cette version, plus de questions surgissaient. Les enquêteurs commencèrent à interroger les voisins et connaissances de la famille Van der Ven. Quelqu'un mentionna que Marcel était devenu renfermé dernièrement, ne sortait presque plus dans la rue et semblait tendu. D'autres se souvinrent qu'il y avait des disputes entre les frères, mais personne ne pouvait dire exactement à quel point elles étaient sérieuses. La police décida d'inviter Marcel à une conversation, mais pas comme suspect, seulement pour clarifier des détails. Cependant, au dernier moment, les enquêteurs changèrent d'avis et décidèrent d'abord de mener une surveillance secrète pour voir comment il se comporterait. Pendant tout ce temps,
Les spécialistes techniques tentaient d'identifier définitivement la personne sur la vidéo. Un jour après le début de la surveillance, la police reçut un appel des criminologues et cette fois la voix de l'expert sonnait absolument confiante. Nous avons tout vérifié. La démarche, la taille, la silhouette, les vêtements, avec une probabilité de presque 100%, c'est Marcel Van der Veen. Dans la salle des enquêteurs régna un silence lourd. Cette nouvelle semblait absurde, mais les faits ne laissaient aucune place au doute. La police dut accepter l'inévitable. Le frère de 16 ans de Lucas était maintenant officiellement le principal suspect dans l'affaire. Un nouveau suspect avait donc été identifié, et ce nom choqua tout le monde. Marcel Van der Veen, le frère aîné du défunt Lucas. Cette nouvelle bouleversa complètement les conceptions sur ce qui s'était passé. Mais il restait encore à l'enquête de découvrir si Marcel était vraiment capable d'une telle chose et quel secret il cachait derrière son caractère renfermé. Maintenant, la police était prête à plonger encore plus profondément dans l'investigation pour comprendre pourquoi le propre frère se trouvait à l'épicentre de la tragédie. Quand les enquêteurs nommèrent le nouveau suspect, il sembla que tout s'arrêta dans la ville. Personne ne pouvait croire que le frère aîné puisse être impliqué dans la tragédie avec Lucas. Mais la question la plus importante maintenant n'était pas celle-ci. Si Marcel était vraiment coupable, quel motif aurait pu le pousser à commettre un tel acte? Pour comprendre cela, les enquêteurs décidèrent de rassembler toutes les données disponibles sur la vie de Marcel. La première étape fut une visite à l'école. Là, ils demandèrent le dossier personnel et les notes du psychologue qui parlait régulièrement avec l'adolescent. À chaque page, l'image devenait plus troublante. Des notes du psychologue scolaire, il devint clair que Marcel n'était pas un adolescent simple. Il avait parlé plusieurs fois de ses relations compliquées dans la famille, particulièrement avec sa mère. Le psychologue nota quelques-unes de ces phrases qui attirèrent l'attention. « Maman ne me comprend pas. Pour elle, Lucas est toujours meilleur, toujours plus important. » Et une autre plus dure. « J'en ai assez que tout soit toujours pour lui. Il est petit, tout lui est permis. Et moi, je ne suis simplement personne. » Les enquêteurs décidèrent d'interroger des amis de la famille et des voisins pour en savoir plus sur les relations réelles dans la maison des Van der Veen. Et il s'avéra que beaucoup connaissèrent la tension entre Marcel et sa mère. Une des voisines, Madame Leroux, dit directement « Vous savez, dans leur famille, on voyait toujours que Lucas était le favori. Marcel restait en arrière-plan, ne communiquait presque pas. Parfois, j'entendais comment il se disputait avec sa mère et il répétait toujours la même chose, à propos de l'injustice. » Un ami de la famille, Claude Gauthier, confirma que Marcel avait beaucoup changé dernièrement. Il était devenu renfermé, maussade. Parfois, il me semblait qu'il nous évitait tous, intentionnellement. Une fois, quand nous parlions, il s'est effondré et a dit que Lucas reçoit toujours toute l'attention et que cela l'agace. Mais qui aurait pensé que c'était si sérieux? Avec chaque nouveau témoignage, il devenait de plus en plus clair. Les relations à l'intérieur de la famille Van der Veen étaient trop loin d'être aussi simples qu'il semblait à première vue. La jalousie de Marcel envers son frère cadet devenait visible même pour ceux qui n'étaient pas proches de la famille. Plus les enquêteurs plongeaient dans le passé de l'adolescent, plus ils devenaient sûrs qu'ils étaient sur la bonne voie. Finalement, la police invita à une conversation l'institutrice de classe de Marcel, Madame Ghislain. Elle connaissait bien la famille et avait observé l'adolescent pendant plusieurs années. Ses paroles sonnèrent comme la confirmation finale de ce que les enquêteurs soupçonnaient déjà. L'institutrice expliqua calmement et clairement. La mère a toujours préféré Lucas. Tout le monde l'a vu. Marcel l'a mal supporté. Il disait souvent qu'il se sentait superflu dans sa propre famille. À ce moment, le motif que les enquêteurs cherchaient devint complètement évident. Maintenant, la police n'avait plus de doute que la jalousie familiale aurait pu pousser Marcel à commettre un acte si terrible. Mais malgré l'évidence du motif, l'enquête devait encore prouver que Marcel avait réellement commis le crime. Et c'était loin d'être aussi simple qu'il semblait.
Le motif fut donc établi et s'avéra être douloureusement simple et en même temps terrible. La jalousie du frère aîné envers le cadet. Une tragédie familiale qui se cachait derrière les murs silencieux de la maison Van der Veen éclata inopinément vers l'extérieur et bouleversa vie de tous ceux qui la connaissaient. La prochaine étape de l'enquête, déterminer si un motif seul suffit pour accuser Marcel de ce qui s'est passé. Car maintenant la police faisait face à la tâche non seulement de croire au motif, mais de trouver des preuves qui confirmeraient ou réfuteraient définitivement sa participation. Maintenant, l'enquête avait tout, un suspect, Marcel Van der Veen, un motif évident, la jalousie envers le frère cadet et des preuves indirectes, la vidéo des caméras de surveillance. Il ne restait plus que la dernière chose, entendre ce que Marcel lui-même dirait. Est-ce que ces paroles pourraient changer quelque chose ou ne feraient-elles que confirmer les soupçons de la police? Le 20 avril 2023, la police arrêta officiellement Marcel et l'amena pour interrogatoire. L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire était tendue. L'adolescent était assis face à l'enquêteur, sans lever les yeux. À la première question. « Où étais-tu le jour de la mort de Lucas ?» Marcel répondit brièvement et fermement. « J'étais à la maison. » Mais l'enquêteur comprit immédiatement que c'était une version préparée. Il ne se pressa pas, laissa du temps à l'adolescent pour se calmer, puis alluma l'enregistrement de la caméra de surveillance. Sur l'écran apparut la silhouette claire de Marcel, marchant à pas rapides vers sa maison. Dans la pièce, régna le silence. L'adolescent changea d'expression et dit incertain « Ce n'est pas moi. » L'enquêteur indiqua calmement et méthodiquement la démarche, les vêtements, la taille, soulignant chaque détail. « Marcel, tu comprends que c'est toi. La caméra ne ment pas. » L'adolescent serra nerveusement les mains et après une longue pause dit « D'accord, j'ai quitté la maison, mais j'étais seulement au parc. Je ne suis pas allé à la remise. Je n'ai pas vu Lucas. » Avec chacune de ces paroles, les enquêteurs comprenaient qu'ils s'empêtraient de plus en plus. Ils posèrent prudemment de nouvelles questions, et l'adolescent devenait de plus en plus irritable et moins convaincant. Bientôt, ces paroles contredisaient clairement ce que l'enquête avait déjà établi. L'enquêteur dit lentement et clairement « Tu prétends que tu n'es pas allé à la remise, mais la caméra t'a enregistré à seulement 200 mètres du lieu de la tragédie, quelques minutes après qu'Emma ait couru demander de l'aide. Comment peux-tu expliquer cela ?» Marcel hésita à nouveau. Son regard erra dans la pièce. « Je me promenais seulement, » répondit-il incertain. Les enquêteurs augmentèrent la pression, soulignant systématiquement chaque contradiction dans ses paroles. « Tu dis que tu étais à la maison, puis tu prétends que tu te promenais. Ensuite, tu nies avoir vu Lucas, bien que tu étais pratiquement à côté du lieu du crime. Tout cela semble extrêmement suspect, Marcel. » L'adolescent devint de plus en plus nerveux. Sa voix tremblait. Il répétait des phrases sur le fait qu'on lui avait tendu un piège, qu'il ne pouvait pas faire de mal à son frère. Mais maintenant, ses paroles ne sonnaient plus du tout convaincantes. L'enquêteur posa lentement une impression des dossiers scolaires sur la table devant l'adolescent. Des citations de conversation avec le psychologue où il était question de jalousie et de ressentiment. Tu as dit au psychologue que tu te sentais inutile dans la famille, que Lucas était toujours le favori. N'est-ce pas vrai ? Marcel se détourna brusquement pour ne pas avoir à regarder les documents. L'enquêteur continua. Les enseignants et les voisins ont confirmé que tu avais des raisons d'être jaloux de ton frère. Tu as parlé d'injustice, du fait que tout lui revient et rien à toi. Peut-être que c'était exactement la raison de ton acte. Marcel leva soudainement la tête et cria « Je n'ai pas fait ça. Je ne pouvais pas. » Mais dans sa voix, il n'y avait plus d'assurance, seulement du désespoir et de la colère. « Alors explique, pourquoi tu te trouvais près du lieu du crime ? Pourquoi as-tu menti sur ton lieu de résidence ?» demanda l'enquêteur d'un ton calme. L'adolescent ouvrit la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, mais se tut. Il baissa lentement la tête et fixa la table devant lui. Ses épaules s'affaissèrent.
et il devint clair qu'il n'avait plus rien à répondre. Dans la pièce, régna un silence oppressant. Puis l'enquêteur demanda doucement « Es-tu prêt à dire la vérité ?» Mais Marcel ne répondit plus. Il serra fermement les lèvres et secoua lentement la tête. « Je ne dirai plus rien », dit-il à voix basse. L'interrogatoire se termina dans une impasse. Marcel van der Veen garda le silence et refusa de faire d'autres déclarations. Son silence obstiné ne fit qu'intensifier les soupçons de la police et donna au cas un nouveau tournant dramatique. Maintenant, les enquêteurs devaient trouver des preuves irréfutables pour révéler le véritable rôle de Marcel dans la tragédie. Car le silence de l'adolescent ne pouvait signifier qu'une chose. La vérité était encore plus compliquée et terrible qu'il ne semblait initialement. Marcel refusa de parler. Son silence était pour la police à la fois un défi et une impasse. L'adolescent se taisait obstinément, mais la question restait inchangée. Comment pouvait-on connecter directement Marcel à l'arme du crime, à ce couteau qui appartenait à la famille Delcroix? Les enquêteurs décidèrent de retourner à nouveau chez le père d'Emma, Pierre Delcroix. Peut-être pourrait-il se souvenir de quelques détails qui clarifieraient comment Marcel avait pu obtenir l'accès au couteau de son garage. Quand la police lui demanda à nouveau à ce sujet, Pierre réfléchit et essaya visiblement de se souvenir de quelque chose d'important. « Attendez », dit-il soudainement avec un visage surpris. « Je me souviens seulement maintenant. Quelques jours avant que le couteau ne disparaisse, j'ai vu quelqu'un près de notre garage. C'était un adolescent. Je n'y ai pas fait attention au début. J'ai pensé que c'était peut-être l'un des garçons du voisinage. Mais maintenant, oui, c'était Marcel. Je l'ai définitivement vu près de notre maison, à la porte du garage. Ce souvenir changea la situation instantanément. Maintenant, la police avait une raison sérieuse de supposer que Marcel aurait pu pénétrer dans le garage de la famille Delcroix et y prendre le couteau qui devint l'arme du crime. Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition pour la maison de la famille van der Veen, en particulier pour la chambre de Marcel. Ils agirent rapidement et soigneusement, examinant chaque détail dans la chambre de l'adolescent. À première vue, rien de suspect. Le chaos juvénile habituel, des posters au mur, des vêtements sur le sol. Mais les enquêteurs savaient qu'ils devaient chercher plus profondément. Dans l'un des tiroirs du bureau, ils trouvèrent plusieurs petits objets qui n'appartenaient manifestement pas à Marcel. C'étaient des choses apparemment insignifiantes à première vue. Une petite figurine de soldat, un briquet, quelques pièces de monnaie et, ce qui était particulièrement important, un porte-clés métallique inhabituel en forme de voiture ancienne. Tous ces objets semblaient étrangers, comme s'ils avaient été pris à différentes personnes. Les enquêteurs décidèrent de vérifier ces objets chez les voisins, et bientôt il devint clair, le porte-clés appartenait à la famille Delcroix et était normalement gardé exactement dans le garage d'où le couteau avait disparu. Pierre reconnut immédiatement le porte-clés. « C'est le mien, définitivement le mien. Je n'ai même pas remarqué qu'il avait disparu. » Cette découverte fut décisive. Maintenant, l'enquête comprenait que Marcel était entré à plusieurs reprises dans des maisons et garages étrangers et avait pris diverses petites choses. Cela signifiait qu'il lui fut facile de prendre le couteau chez les Delcroix. Toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent en une image claire. Les enquêteurs réalisèrent que l'adolescent cachait manifestement beaucoup plus que seulement la jalousie envers son frère. La perquisition révéla ses actions secrètes et confirma qu'il avait un accès direct au lieu où l'arme du crime était gardée. Maintenant, Marcel se trouvait dans une situation beaucoup plus sérieuse. Et la police était confiante que cette preuve était suffisante pour éclairer les vraies circonstances de la tragédie. La découverte du porte-clés de la famille Delcroix et d'autres objets volés devint la preuve irréfutable que Marcel avait accès au couteau. Cette piste perça sa ligne de défense et montra pour la première fois que derrière le silence de l'adolescent se cachaient des actions réelles qu'il avait soigneusement tenté de dissimuler. Maintenant, la police n'avait plus qu'à comprendre une chose. Qu'est-ce qui s'était exactement passé ce jour-là entre les deux frères et pourquoi tout avait si tragiquement fini? Maintenant, la police savait exactement. Marcel avait accès au couteau et il n'y avait plus de chemin de retour pour lui. Il ne restait qu'une question.
Aurait-il la force d'admettre la vérité? Ou l'adolescent nierait-il l'évidence jusqu'au bout? Les enquêteurs convoquent Marcel à nouveau pour interrogatoire. Cette fois, la conversation eut lieu en présence d'un avocat et d'un psychologue. L'atmosphère était encore plus tendue. Quand le porte-clés et les autres objets trouvés dans sa chambre furent présentés à l'adolescent, Marcel devint visiblement pâle et détourna le regard. Il comprenait déjà que la police avait découvert son petit secret et qu'il n'y avait plus de sens à continuer de se taire. Mais le véritable coup pour lui fut la nouvelle qu'Emma Delcroix avait été complètement disculpée. Quand l'enquêteur dit que la fillette n'était plus suspecte et que maintenant tous les faits ne pointaient que vers lui, Marcel devint visiblement nerveux. Ses mains tremblèrent et son regard se perdit. Il leva lentement la tête et dit doucement « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » L'enquêteur demanda prudemment, presque avec compassion « Marcel, qu'est-ce qui s'est exactement passé ce jour-là » L'adolescent se tut longtemps, respirant lourdement, comme si chaque mot lui coûtait un effort énorme. Mais ensuite, après s'être ressaisi, il commença à parler. « Nous nous sommes disputés. C'était pour quelque stupidité, comme toujours. Lucas a recommencé à se vanter que maman lui avait acheté quelque chose de nouveau et pas à moi. Ça m'a simplement rendu fou furieux. Je n'avais rien planifié de tel. » Marcel se tut et avala avec difficulté. Puis il continua. « J'ai pris le couteau comme ça. Je voulais lui faire peur pour qu'il arrête de parler de sa chance. Mais alors, il a commencé à crier. Nous avons commencé à nous battre. Je ne voulais pas lui faire de mal. Mais soudain, tout est allé très vite. » La pièce plongea dans un silence complet. Les enquêteurs écoutèrent la confession de l'adolescent, le cœur lourd. Marcel raconta que quand il comprit ce qu'il avait fait, il eut immédiatement peur et s'enfuit, jetant le couteau près de là. Exactement à ce moment, la caméra l'avait enregistré. Il ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un d'autre aurait pu voir Lucas et essayer de l'aider, comme l'avait fait la petite Emma. La confession de Marcel van der Veen sonna claire et sans équivoque. Maintenant, toutes les circonstances de la tragédie étaient claires pour l'enquête. Une petite dispute familiale, la jalousie enfantine et une chaîne fatale de décisions qui changèrent le destin de plusieurs personnes. Mais même après cette confession, l'histoire était loin d'être terminée. La police devait clarifier dans quelle mesure c'était un acte conscient et surtout comprendre comment ceux qui restèrent vivants après ce qui s'était passé devraient en continuer à vivre. Marcel avait tout avoué. Maintenant, il ne restait plus à l'enquête qu'une chose: reconstituer la séquence exacte des événements de ce jour tragique. Car il restait encore des questions ouvertes sur comment cette histoire s'était exactement développée du début à la fin. Tout commença quelques jours avant la tragédie, quand Marcel s'introduisit dans le garage de la famille Delcroix et vola le couteau. Il n'avait pas planifié le crime, du moins c'est ce qu'il affirma lors de l'interrogatoire. Il prit le couteau simplement comme ça, par curiosité ou le désir de posséder quelque chose d'interdit, de secret. Le jour de l'incident, Marcel remarqua son frère cadet Lucas, qui après l'école alla à la remise abandonnée au bord du parc. Lucas marchait lentement et tournait pensivement cette petite voiture rouge qui était devenue la raison de son conflit avec Emma. Marcel le suivit. Au début, juste pour parler, mais la conversation escalada presque immédiatement en un autre conflit. L'adolescent s'approcha de son frère et lui reprocha immédiatement tout ce qui s'était accumulé pendant longtemps. Comme il était fatigué de l'attention constante pour Lucas, comme cela l'agaçait que son frère soit toujours pardonné et que tout lui soit permis. Lucas répondit sèchement et la conversation sortit rapidement de contrôle. Les mots devinrent des cris, les cris un combat. Exactement à ce moment, Marcel sortit le couteau. Il dit qu'il voulait seulement effrayer Lucas, lui faire comprendre comme c'était douloureux d'être toujours pire, toujours le second. Mais les événements se déroulèrent complètement différemment de ce qu'il avait imaginé.
Lucas commença à se défendre, essaya de se libérer, et alors, saisi par la colère et le désespoir, Marcel frappa. Quand l'adolescent comprit ce qu'il avait fait, c'était déjà trop tard. Lucas tomba au sol et ne bougeait plus. Marcel, saisi par la panique, jeta immédiatement le couteau dans les buissons proches et s'enfuit en courant. Exactement à ce moment, la caméra enregistra sa silhouette courant vers sa maison. Entre-temps, seulement quelques minutes plus tard, la petite Emma Delcroix, ne se doutant de rien, arriva à la remise pour récupérer sa petite voiture. Elle vit Lucas étendu au sol et ne comprit pas immédiatement ce qui s'était passé. La fillette s'approcha, essaya de l'aider, ce qui fit que le sang arriva sur ses vêtements. Effrayée, Emma courut chercher des adultes et demander de l'aide. Ainsi, cette terrible histoire complète, qui commença par une simple jalousie et de petites rancœurs, se transforma en une vraie tragédie pour toute une ville. Grâce à la confession de Marcel et aux témoignages, la police put reconstituer la chronologie des événements avec une précision absolue. Il ne restait plus de questions sur comment exactement le crime s'était produit et qui était responsable de ce qui s'était passé. Le tableau complet du crime fut restauré et confirmé entièrement par les dossiers. Tous les détails de la tragédie s'assemblèrent, du vol du couteau jusqu'au dernier moment quand Emma découvrit le corps de Lucas. L'enquête ferma définitivement toutes les questions sur la séquence des événements de ce jour fatidique. Il ne restait qu'une chose: comprendre comment la ville et la famille peuvent continuer à vivre après quelque chose comme ça. Le crime avait été résolu, les détails étaient connus de tous, mais maintenant la question principale était autre. Quelle punition serait imposée pour un acte si terrible? Les juges considéreraient-ils l'âge et les circonstances, ou la gravité de ce qui s'était passé l'emporterait-elle? Le procès commença le 12 octobre 2023 et eut lieu sous la grande attention des habitants de Saint-Marie. La salle était bondée, voisins, camarades de classe, enseignants, simplement des gens compatissants. Tous voulaient entendre la décision du tribunal. L'accusation présenta immédiatement le chef principal. Meurtre avec préméditation. Le procureur fut catégorique. Ce crime n'était pas un accident. L'accusé était conscient de ses actions et de leurs conséquences. Nous avons un enregistrement vidéo, ses aveux, des traces de la scène de crime. Tout parle de sa pleine responsabilité. Mais la défense avait une position différente. L'avocat de Marcel insista sur le fait que l'adolescent s'était trouvé dans un état d'affect profond. Il souligna la situation familiale difficile, présenta les déclarations du psychologue scolaire sur une crise émotionnelle prolongée et dit que l'adolescent n'avait pas reconnu toute la gravité des conséquences. L'argument principal de la défense fut l'âge de Marcel et son immaturité émotionnelle, qui, selon l'opinion de l'avocat, aurait dû être considérée comme circonstance atténuante. Quand le juge donna la parole à Marcel lui-même, l'adolescent se leva, regarda vers la salle, mais ne put rien dire. Il chuchota seulement doucement « Je suis désolé » et se rassit. Sa mère pleurait et se couvrait le visage avec les mains, et il était évident que tout cela était pour elle une tragédie non moindre que pour les autres. Les juges se retirèrent pour délibérer, ce qui dura plusieurs heures. L'atmosphère d'attente était tendue à l'extrême. Les habitants de la ville débattaient de ce qui était le plus important: la punition ou une chance d'amélioration, la sévérité de la loi ou la miséricorde envers un adolescent dont la vie était aussi détruite à jamais. Finalement, le tribunal revint et dans la salle régna un silence complet. Le juge lut la sentence. Le tribunal, après avoir examiné toutes les circonstances de l'affaire, arrive à la conclusion que Marcel van der Veen est coupable de meurtre prémédité. En tenant compte de l'âge mineur et de l'état psychique de l'accusé au moment des faits, le tribunal le condamne à 10 ans de prison avec exécution dans un établissement d'éducation fermée pour mineurs. La sentence fut prononcée clairement et froidement. Dans la salle, on entendit un soupir. Pour certains, c'était une décision trop clémente. Pour d'autres, une chance juste d'amélioration.
Mais tous comprirent une chose. La ville Saint-Marie ne serait plus jamais la même, et cette histoire resterait à jamais dans la mémoire de ceux qui l'avaient vécue. La sentence avait été prononcée, la justice avait triomphé. Mais qu'arriva-t-il à ceux qui restèrent après cette tragédie? Et quelles questions restèrent à jamais sans réponse? Toutes les accusations contre Emma Delcroix furent abandonnées, mais la fillette eut besoin de longtemps pour se rétablir. La famille Van der Veen se désintégra. La mère quitta la ville, car elle ne put supporter la gravité de ce qui s'était passé. Les habitants de Saint-Marie vécurent longtemps avec le sentiment d'une blessure qui ne guérissait pas et se souvinrent des événements de ce jour. Quelques mois plus tard, l'affaire fut officiellement archivée.